Alors merci beaucoup pour l'invitation. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Bon, quand vous m'avez proposé du coup de parler de... On entend là? D'accord, je mets vraiment près de la bouche. Voilà, donc il y avait deux possibilités en fait de traiter de la question de l'écologie de Marx. Donc une lecture interne qui irait voir en fait comment Marx s'est lui-même emparé de cette question à une certaine période. Et j'ai choisi plutôt l'axe de l'usage contemporain de Marx, comment se positionner dans une intervention marxiste dans le champ théorique de l'écologie politique. Donc après, si vous voulez, en discussion, on pourra revenir sur la teneur interne du discours écologique de Marx. Et effectivement, l'écologie politique est un véritable champ de bataille aujourd'hui, dont les coordonnées sont assez claires, dans la mesure où le front écologique dominant s'est constitué en réaction au marxisme dans un contexte géopolitique de fin de guerre froide. Et pour le dire de manière schématique, on peut distinguer deux grandes tendances hégémoniques qui se succèdent. La première des années 60 à la fin des années 80, qui s'articule aux pratiques environnementalistes pour défendre un discours écologique essentialiste, donc qui fait de la nature un référent, objectif extérieur et une norme pour l'action. On a des représentants dans l'écologie profonde, le courant qui s'appelle ainsi, par exemple Arne Naes, ou l'écologie environnementale représentée par l'éthique environnementale par Hans Jonas. Et après les années, disons, début années 90, arrive une critique massive de cette conception normative substantielle de la nature comme norme de l'écologie, pour donner naissance à une nouvelle théorie qui maintenant est fortement à la mode, qui trouve ses sources dans les études anthropologiques, notamment études anthropologiques des sciences de Bruno Latour et l'anthropologie de Bruno Descola, qui du coup tous deux rejettent la référence à la nature. Et c'est ce que je vais appeler au cours de ma présentation une écologie anthropologique du fait de sa méthodologie, et qui aujourd'hui s'est véritablement consolidée comme paradigme dominant avec Bruno Latour que je vais prendre pour objet d'étude rapidement. Et malgré tout ce qui peut séparer, ce qui semble séparer ces deux courants, en fait, ils se rejoignent véritablement dans une même critique du marxisme, tantôt dénoncé pour son productivisme, et donc sa négation de la nature, tantôt dénoncé pour son naturalisme. Et en fait, derrière ce reproche contradictoire se cache, disons, une même hostilité politique. Et on a par exemple chez Bruno Latour l'idée que la fin du socialisme réel signe la fin du marxisme dans le champ théorique, et donc ouvre la voie enfin à une théorie écologique. Bon, c'est un peu l'idée. Et contre ce présupposé, il s'agira de montrer que le cadre méthodologique hérité de Marx permet non seulement de critiquer les écueils de ces deux tendances dans la théorie écologique, mais d'élaborer aussi un nouveau paradigme pour repenser ce problème. Et je pense que c'est intéressant de renouveler ici les positions qui sont prises dans la naissance du matérialisme historique des thèses sur Feuerbach, où on aura d'une part une critique de l'essentialisme naturaliste, et d'autre part une critique de ce qu'on pourrait avoir comme une trace d'idéalisme dans l'écologie anthropologique plus moderne. Et j'aimerais montrer en quoi on arrive à quelque chose comme un naturalisme critique en justifiant cette expression qui peut sembler un peu étrange pour désigner la position de Marx. Alors tout d'abord, sur l'écologie essentialiste et son néo-malthusianisme, comme on va voir. Je pourrais reprendre l'expression après la tragédie, la farce, dans la mesure où ce qui se joue dans le discours écologique essentialiste, c'est à la fois la reprise de certains présupposés théoriques de Feuerbach, on va voir lesquels, et le regain d'une référence à Malthus qui va faire de la régulation démographique la seule solution possible. Et j'aimerais montrer qu'il y a un lien, une connexion interne entre ces deux moments. En effet, les présupposés feuerbariens qu'on va retrouver sont ceux à la fois de la défense d'une nature substantielle, une pure nature qui serait présupposée, et à la fois la défense d'une ontologie relationnelle. L'homme dépend de la nature et se constitue dans sa relation à la nature. Alors on pourrait étudier ça en détail, mais Feuerbach fonde lui-même le motto d'un retour à la nature qui sera repris ensuite dans certains discours écologiques, dans sa critique de Hegel, et la référence à une nature immédiatement donnée dans l'intuition, ce que Marx va critiquer dans l'idéologie allemande. Et on va retrouver dans la première écologie qui fonde son discours dans l'héritage de l'environnementalisme américain, l'injonction aussi d'un retour à la nature, d'une défense de la nature dans sa pureté intouchée par l'activité humaine, et faire du respect, disons, de la nature un impératif politique. Mais loin de s'en tenir à ce seul présupposé substantialiste,
On retrouvera dans les deux cas également cette ontologie relationnelle. Alors Feuerbach insiste d'un point de vue ontologique sur le fait que tout être vit dans un contexte. Vous savez, c'est ce passage que Marx va reprendre sur le poisson qui dépend de la rivière dans la définition même de son essence. Et c'est cela qu'on va retrouver dans les textes plus tardifs de Feuerbach, où il développe le concept de métabolisme qui héritait des sciences de la nature de l'époque pour définir la relation constitutive de tout être vivant dans leur environnement. Quelque chose qu'on va retrouver de manière absolument fondamentale dans l'écologie essentialiste. On prend par exemple le manifeste de l'écologie profonde de Arne Naess, et un des principes est le suivant: les organismes sont des nœuds au sein du réseau ou du champ de la biosphère, où chaque être soutient avec l'autre des relations intrinsèques. Une relation intrinsèque, c'est celle qui est antécédente au terme de la relation, qui constitue les termes de la relation. Et alors, si on veut affirmer à la fois le présupposé, c'est un peu mon hypothèse, si on veut affirmer à la fois le présupposé d'une nature substantielle extérieure, intouchée, et à la fois l'idée qu'on dépend relationnellement d'une interaction avec cette nature, la conséquence est d'envisager le rapport à la nature, cette relation fondamentale, comme un système figé un système figé d'interaction auquel l'individu doit s'adapter, ce qu'on pourrait appeler un système d'une harmonie adaptative. Et c'est effectivement ce que Feuerbach défend encore lorsqu'il critique la tendance à dévier de l'essence naturelle qu'a l'homme, contrairement aux autres animaux. Et c'est ce dont on trouve, à mon sens, en tout cas il y a cette conjonction qui peut s'expliquer avec une politique héritée de Malthus, dans la mesure où, dans son essai sur le principe de la population, il fonde lui aussi sa loi démographique sur une dépendance des êtres et de leur environnement tel qu'il va produire les conditions de subsistance, la nourriture, et que cette relation est fondée sur des lois naturelles que sont les lois de la nature interne de l'homme, sa fécondité, et les lois de la nature externe, la fécondité de la terre. Et de ces deux constantes naturelles, il déduit une loi de population telle que la population croît plus vite que la production de nourriture, et donc justifier, fonder cet excédent de population en nature pour légitimer la misère sociale. Et si on retrouve ce malthusianisme dans l'écologie essentialiste des années 70-80, comme une constante qui va revenir dès qu'il s'agit de politique, qui va faire en fait de la régulation démographique une des mesures politiques principales à prendre en compte, c'est pour avoir essayé, n'avoir pu penser la tension entre ces deux présupposés théoriques, nature substantielle et relations fondamentales, que comme harmonie adaptative. Il faut s'adapter à la nature. Il y aurait des exemples, en fait, il y a des textes fondamentaux comme la bombe population de Ehrlich de 68, qui a été une référence de l'écologie politique. On va retrouver dans les textes de Hans Jonas une défense positive de Malthus contre Marx. Donc on voit ici qu'il y a véritablement un retour d'un refoulé historique. Et même les premières conférences internationales sur le climat de 72 se fondent sur le rapport Meadows, qui lui était influencé par cette théorie malthusienne. Et au-delà de se traduire par des mesures politiques telles que les régulations de population, elle a aussi pu justifier la nécessité de famine dans le tiers-monde, des choses comme ça, qu'on va retrouver donc des discours très réactionnaires du côté de cette écologie profonde, telle qu'elle s'appelle. Alors, il ne s'agit pas ici de nier le facteur démographique dans la problématique écologique, mais de considérer que son isolement abstrait des rapports sociaux conduit à des conceptions politiques réactionnaires. Et c'est une conséquence directe d'une conception essentialiste des rapports de l'homme à la nature, incapable d'envisager une relation véritablement constitutive, transformative à cette nature, ce que Marx défend dans sa critique de Feuerbach dans l'idéologie allemande. Et on pourrait reprendre en fait cette critique-là pour l'appliquer à l'écologie essentialiste qui, je cite donc Marx, ne voit pas que tout le monde sensible qui l'entoure n'est pas un objet donné directement de toute éternité, sans cesse semblable à lui-même, mais le produit de l'industrie et de l'état de la société. Donc l'idée que la nature est corrélée à l'activité humaine. Alors on pourrait croire que dans la nouvelle écologie telle qu'elle se développe à partir des années 90, qui va fonder son discours sur la critique de cette nature essentielle, le fait que la nature est un corrélat d'une pratique d'interaction avec l'homme, on aurait une connexion possible avec cet énoncé de Marx. Et au contraire, les fondateurs de ce mouvement, donc Bruno Latour et Philippe Descola, se rejoignent tous deux sur une critique de ce qu'ils appellent le naturalisme de Marx, dans la mesure où il séparerait en fait un domaine objectif qu'est la nature de la société.
Alors je vais ici me pencher un petit peu, rapidement bien sûr, sur le travail de Bruno Latour, pour montrer que s'il rejette le marxisme, c'est en raison d'une certaine dimension idéaliste de son approche écologique, qui va l'opposer finalement à une conception sociale de la question. Alors on pourrait croire chez Latour qu'on a affaire à un fort constructivisme social, dans la mesure où il va refuser de penser toute référence à une nature comme domaine d'objectivité extérieure. Oui. En s'appuyant sur le résultat de l'anthropologie des sciences qui va remettre en cause l'objectivité de la nature présupposée dans le travail scientifique. Il va s'intéresser aux pratiques de constitution de l'objectivité dans le laboratoire et élargir ce schéma d'un point de vue ontologique pour récuser toute référence à la nature. Donc dans 2 ouvrages qui sont Nous n'avons jamais été modernes et Politique de la nature, où il met en scène ce changement d'une question épistémologique à une question ontologique plus large pour penser l'écologie politique. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail de cette position, mais on pourrait dire qu'on pourrait croire ici à un véritable regain de l'idéalisme, dans lequel la nature n'avait aucune stabilité, aucune consistance, un idéalisme presque de teneur hegelienne en quelque sorte. Mais en réalité, Latour se défend de cette interprétation de sa position comme constructivisme. En effet, il refuse de considérer que la nature serait construite par une instance que serait l'homme, ce sujet, du coup, d'un point de vue anthropocentré, pour défendre une ontologie purement symétrique dans laquelle le monde existant serait le résultat d'une coproduction entre humains et non-humains, donc symétrique en tant qu'elle met sur le même plan les acteurs humains et non-humains. Ce qu'il appelle un nouveau matérialisme qui va redistribuer l'agentivité pour justifier une étude des crises écologiques qui mettrait en scène de nouveaux acteurs. Il insiste sur le terme d'acteurs non humains, et alors il met dans cette catégorie énormément de choses, telles que les particules de CO2, le bacille de la vache folle, les OGM, etc., etc. Et le but de cet élargissement de la sphère de l'agir, c'est de donner une place à des entités naturelles, non humaines, dans le champ de la représentation politique. Élargir la démocratie. On a du mal à voir concrètement à quelle mesure politique cela pourrait conduire, à part l'attribution de droits fictifs à des entités non humaines. Ce qui est sûr, c'est qu'il brouille complètement l'étiologie des crises écologiques, la causalité sociale de ces crises, pour dire par exemple que loin de globaliser tous les enjeux sous les auspices de la nature, la pratique de l'écologie politique se reconnaît justement à l'ignorance où elle se trouve enfin de l'importance respective des acteurs. Il n'y a plus de causalité assignable. Alors moi je dirais que l'idéalisme n'est pas là où on croyait le trouver, c'est-à-dire que ce n'est pas dans le constructivisme social qui serait du coup une abstraction des pratiques concrètes, matérielles d'interaction entre les êtres, mais par l'abstraction totale des rapports sociaux qui structurent nos relations entre individus et entre l'homme et l'environnement. Et cela se traduit finalement par un regain d'un idéalisme philosophique malgré tout dans l'interprétation de la genèse des crises écologiques. Et Latour va rejoindre ici complètement d'autres partisans de l'écologie plus traditionnelle pour dire que finalement c'est dans une sorte de vision du monde, une représentation du monde moderne que s'ancrerait la crise écologique. Et alors il va donner des thèses assez farfelues dans des ouvrages plus tardifs, par exemple selon laquelle la crise écologique serait la conséquence d'une représentation moderne du progrès qui trouverait ses sources dans la gnose chrétienne et sa conception de l'apocalypse. Donc c'est ça Latour. Latour c'est un des scientifiques en sciences sociales les plus cités au monde. Latour c'est le représentant dominant de l'écologie politique aujourd'hui, qui constitue son discours sur une critique fondamentale du marxisme pour aller jusqu'à dire « Je n'ai jamais cru une seconde au fait que nous étions dans un système capitaliste, pour la même raison que je ne crois pas que nous ayons une nature. » Donc finalement, la dissolution du concept de nature est indissociable pour Latour de la dissolution du concept de société et de rapports sociaux. Alors j'aimerais envisager rapidement, en ouverture, la possibilité d'élaborer un naturalisme critique, je vais expliciter le sens, comme condition d'un discours de critique sociale en écologie. Il faut penser, avec Marx, la possibilité de remettre en cause ce présupposé d'une nature substantielle extérieure inchangée, sans dissoudre complètement la différenciation entre la nature et les formes sociales, pour penser la crise possible entre la nature et des formes sociales, qui serait la cause de ces problématiques écologiques. Et là, en fait, on pourra en parler après dans la discussion, mais c'est une position elle-même dans le champ des théories marxistes en écologie, dans la mesure où on a un regain même de la formulation un peu baroque de Latour, chez certains marxistes désormais, et une critique interne
pour retrouver un peu de rationalité dans la façon de penser l'écologie aujourd'hui dans le marxisme. Alors je vais aller très vite, hein, mais c'est ça, 5 minutes. Bon, ça devrait suffire. On peut penser en fait l'ambivalence de la compréhension par Marx des rapports entre nature et société en revenant au concept de production qui est fondamental dans le matérialisme historique. Parce qu'à la fois on va trouver des énoncés tels que ceux de l'idéologie allemande qui vont dire l'intégralité du monde matériel est la résultante de la production. C'est cette citation, vous connaissez, sur laquelle il n'y a plus de nature telle que celle qui précédait l'histoire en dehors de quelques atolls australiens de formation récente. Et en même temps, Marx ne va pas renoncer à toute référence à quelque chose comme la nature. Quand on va voir les définitions de la production qui sont fondamentales pour l'analyse économique du capital, il va affirmer que la nature est non seulement présente comme un élément matériel dans la mise en forme du matériau dans la production, mais même la nature non mise en forme par le travail humain persiste dans ce qu'il appelle les conditions naturelles de production. Donc on n'a pas une élision totale du concept de nature. Et donc pour résoudre un peu cette tension, il faut bien réussir à comprendre qu'il y a en fait deux notions ici. L'altération de la nature extérieure, qui elle est intégrale, et c'est pour ça qu'on peut avoir des phénomènes comme le changement climatique. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a ici une mise en forme intentionnelle de la nature, qui elle pourrait être de l'ordre du résultat du procès de production capitaliste dans sa mise en forme. Il peut y avoir une contradiction en cette mise en forme de la nature par le capitalisme et l'altération de la nature qui peut contredire la fin recherchée, qui va créer une crise sociale. Et justement, alors s'il me reste 2 minutes, quand est-ce que Marx en vient à insister sur cette différenciation de la nature par rapport à sa mise en forme sociale dans un cycle de production? C'est précisément là où il commence à prendre en compte la possibilité d'une crise écologique par ses lectures dans les sciences écologiques naissantes de l'époque, la chimie agricole, chimie organique, physique agricole, on pourra en parler. Et en fait, on pourrait avoir un premier schéma, et ça c'est une hypothèse un peu d'étude historique des textes, qui est pleinement hegelien, qui va des Grundrisse aux théories sur la plus-value jusqu'en 63, où Marx envisage la possibilité d'une subsomption réelle de la nature, donc de sa production dans le second sens, sous les formes du capital. Et cette hypothèse-là ne fonctionne plus à partir du moment où il prend en compte une crise écologique causée interne au capitalisme lui-même, ce qu'il va appeler la rupture du métabolisme. Alors, cette citation est intéressante, elle sort du livre 3 du Capital, je vais quand même essayer de la retrouver. Normalement, il me reste 2 minutes, alors ça devrait aller. Donc Marx distingue en fait dans cette citation de manière intéressante les lois sociales de l'économie capitaliste et ce qu'il va appeler les lois naturelles de la vie et qu'on pourrait traduire aujourd'hui comme les lois qui régulent les cycles de reproduction dans les écosystèmes. Donc, il va déduire le fait que la grande propriété foncière capitaliste, je cite, crée ainsi des conditions qui provoquent une rupture, Riss en allemand, irrémédiable dans l'équilibre complexe du métabolisme, et il distingue 2 moments, à la fois social et soumis aux lois naturelles de la vie. Donc en fait, c'est la contradiction entre ces 2 moments qui peut être pensée comme crise écologique. Et Marx, en fait, tire cette conséquence d'une lecture qu'il va faire de la déplétion des sols agricoles causée par l'agriculture intensive, donc de modèles industriels, à partir de sa lecture de la chimie de Liebig, notamment. Et on pourrait se dire qu'il s'agit d'un simple embryon d'une théorie de la crise écologique, mais qui nous montre les conditions théoriques pour la penser, qu'il faut bien pouvoir saisir à la fois l'inhérence des formes sociales dans un contexte naturel, sans pourtant confondre entièrement ce que serait la nature et la société, sans quoi on ne peut pas penser la crise en tant que telle. Et donc je dirais pour conclure qu'on avait un premier écueil dans le naturalisme essentialiste qui situait la contradiction entre l'homme avec un grand H et la nature, sans différencier au sein du premier terme différentes configurations sociales qui médiatisent les rapports entre individus et nature, et donc qui ne pouvaient envisager la résolution des crises écologiques qu'à travers des mesures démographiques malthusiennes. Comme c'est l'homme dans sa généralité qui serait cause de la crise écologique. Mais la suppression de toute distinction entre ces 2 termes, entreprise par l'écologie que j'ai dit anthropologique, ne permet pas plus de situer l'origine des crises écologiques, puisqu'elle abandonne, nous l'avons vu, toute référence à des formes sociales structurantes et aussi à une forme d'agentivité humaine qui serait socialement assignée, disons.
Et j'affirmerai ici comme thèse programmatique que seule la distinction entre des conditions naturelles de la production qui comprennent des lois de régulation des écosystèmes et des formes sociales de la production qui, elles, sont historiquement contingentes et donc transformables, permet de restituer l'étiologie des crises écologiques à partir d'une contradiction entre deux moments différenciés et interdépendants. C'est ça une contradiction, c'est qu'on a interdépendance et différence. Et je dirais que c'est une clarification conceptuelle nécessaire pour parvenir à poser les questions écologiques d'un point de vue proprement social et pas juste tomber dans une résolution de la crise écologique par soit une transformation de l'idéologie juridique ou éthique telle qu'elle est pensée par Bruno Latour. Je vous remercie.